Agathe, est-ce que vous pouvez dire la situation dans laquelle... oui, c'est... Alors, donc Brigitte Fossé et Alain Auguste. Libotte vont lire un petit morceau du Grand Maune, voilà, qui est la dernière scène qu'ils aient jouée ensemble entre François Sorel et Yvonne, qui s'intitule Conversation sous la pluie. Un passage. C'est-à-dire qu'Augustin est parti et nous sommes tous les deux abandonnés par le Grand Maune. Voilà. Vous m'entendez? Ça va pas être facile parce qu'il y a la partie du narrateur, donc François Sorel, et puis on va faire intervenir les répliques en direct de chacun. Voilà, c'est un peu improvisé. Hein. Oui, on ne l'a jamais lu ensemble et ça ne correspond pas tout à fait à l'adaptation Voilà. du film, mais ça résume bien, en fait, tout ce qui s'est passé dans le cœur de François Sorel et dans le cœur d'Yvonne de Gallet. S'il vous plaît. Depuis que Augustin Maune est parti. Yvonne de Gallet me tendit une main brûlante et renonçant à me faire entrer aux Sablonnières, elle s'assit sur le banc moussu et vert de grisé, du côté le moins mouillé, tandis que debout, appuyé du genou à ce même banc, je me penchai vers elle pour l'entendre. Elle me gronda d'abord amicalement pour avoir ainsi écourté mes vacances. Il fallait bien, répondis-je, que je vinsse au plus tôt pour vous tenir compagnie. Il est vrai, je suis seule encore. Augustin n'est pas revenu. Prenant ce soupir pour un regret, un reproche étouffé, je commençai à dire lentement. Tant de folie dans une si noble tête, peut-être le goût des aventures plus fort que tout. Mais la jeune femme m'interrompit, et ce fut en ce lieu, ce soir-là, que pour la première fois et la dernière fois, elle me parla de Maune. Ne parlez pas ainsi. François Sorel, mon ami, il n'y a que nous. Il n'y a que moi de coupable. Songez à ce que nous avons fait. Nous lui avons dit, voici le bonheur. Voici ce que tu as cherché pendant toute ta jeunesse. Voilà la jeune fille qui était à la fin de tous tes rêves. Comment celui que nous poussions ainsi par les épaules n'aurait-il pas été saisi d'hésitation, puis de crainte, puis d'épouvante, et n'aurait-il pas cédé à la tentation de s'enfuir? Yvonne, dis-je tout bas, vous saviez bien que vous étiez ce bonheur-là, cette jeune fille-là. Ah, comment ai-je pu un instant avoir cette pensée orgueilleuse? C'est cette pensée-là qui est cause de tout. Je vous disais, peut-être que je ne puis rien faire pour lui. Et au fond de moi, je pensais, puisqu'il m'a tant cherché, et puisque je l'aime, il faudra bien que je fasse son bonheur. Mais quand je l'ai vu près de moi avec toute sa fièvre, son inquiétude, son remords mystérieux, j'ai compris que je n'étais qu'une pauvre femme comme les autres. Je ne suis pas digne de vous, répétait-il, quand ce fut le petit jour et la fin de la nuit de nos noces. Et j'essayais de le consoler, de le rassurer. Rien ne calmait son angoisse. Alors j'ai dit,
s'il faut que vous partiez, si je suis venue vers vous au moment où rien ne pouvait vous rendre heureux, s'il faut que vous m'abandonniez un temps pour ensuite revenir apaisé près de moi, c'est moi qui vous demande de partir. Dans l'ombre, je vis qu'elle avait levé les yeux sur moi. C'était comme une confession qu'elle m'avait faite et elle attendait, anxieusement, que je l'approuve ou la condamne. Mais que pouvais-je dire ? Certes, au fond de moi, je revoyais le grand Maune de jadis, gauche et sauvage, qui se faisait toujours punir plutôt que de s'excuser ou de demander une permission qu'on lui eût certainement accordée. Sans doute aurait-il fallu qu'Yvonne de Galais lui fît violence et, lui prenant la tête entre ses mains, lui dit « Qu'importe ce que vous avez fait, je vous aime. Tous les hommes ne sont-ils pas des pécheurs ? » Sans doute avait-il eu grand tort, par générosité, par esprit de sacrifice, de le rejeter ainsi sur toute la route des aventures. Mais comment aurais-je pu désapprouver tant de bonté, tant d'amour ? Il y eut un long moment de silence, pendant lequel, troublés jusqu'au fond du cœur, nous entendions la pluie froide dégoûter dans les haies et sous les branches des arbres. Il est donc parti au matin. Plus rien ne nous séparait désormais. Et il m'a embrassée, simplement comme un mari qui laisse sa jeune femme avant un long voyage. Elle se levait, je pris dans la mienne sa main fiévreuse, puis son bras, et nous remontâmes l'allée dans l'obscurité profonde. Pourtant, il ne vous a jamais écrit ? Jamais, Répondit-elle. C'est une scène qu'on a recommencée 70 fois. À peu près, Ah, oui. tu te souviens ? Oh là là, oui. Oui. Je crois d'ailleurs que c'était la dernière scène que j'avais à jouer. Il l'avait gardée pour la fin. Il y a bien d'autres scènes que nous avons fait plus de 70 fois. Ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Jean-Gabriel Albicoco était vraiment perfectionniste et il n'était jamais satisfait, il n'était jamais content de nous. Heureusement, nous avions entre nous une solidarité absolument infaillible et nous nous soutenions tous les uns les autres parce qu'il était brûlé par la soif de bien faire et passionné et de ne pas décevoir Isabelle Rivière. Et quand nous sommes arrivés là-bas tous ensemble 15 jours avant le tournage, nous avons fait connaissance les uns avec les autres. Nous avons fait connaissance avec, évidemment, Miroslav Brodzek, qui devait tourner Le Grand Maune. Nous avons été accueillis par Isabelle Rivière à bras ouverts. Et nous avons vécu les 15 jours les plus intéressants qui soient, parce que ce qui est très intéressant dans ce roman, c'est que tout ce qui est décrit là-dedans existe, mais non pas sur 20 kilomètres à portée de promenade. Ce sont des lieux qu'a connus Alain Fournier et qui sont parfois séparés par 300, 350 kilomètres. Alors nous, on partait à la recherche de tous les lieux qui ont inspiré ce roman et on écoutait Isabelle Rivière nous raconter Alain Fournier, et puis elle nous avait comblé de cadeaux. On a lu Miracle d'Alain Fournier, on a lu la correspondance de Jacques Rivière et d'Alain Fournier, dans lesquelles, d'ailleurs, vous avez dû la lire. Dans cette correspondance, il y a justement toute la souffrance d'Alain Fournier, toute sa quête, toute sa difficulté à écrire ce roman. Et là, on se rend compte à quel point Jacques Rivière l'a aidé. C'est quelque chose d'incroyable. Il l'a encouragé.
Je l'ai relu récemment, cette correspondance. Et Alain Fournier n'en est pas resté, évidemment, à cette histoire d'amour. Il a décrit la campagne d'alors, et à un moment donné, dans une des lettres, il dit à Jacques Rivière, « Je voudrais raconter la vie des paysans, la vie des gens qui n'ont pas peut-être une vie romanesque, mais je voudrais raconter cette réalité-là, cette confrontation entre le paysan et la nature. » Et je trouve d'ailleurs, à la relecture du Grand Mône, que le personnage qui a le rôle principal dans le Grand Mône, c'est la nature. C'est-à-dire, c'est ce nid béni, comme dirait Nietzsche, cette œuvre d'art qui s'engendre elle-même, la nature, et qui permet aux âmes de se développer et de se rencontrer et d'évoluer avec elle. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'au moment où il perd son amour, Mône, il va à Paris. Il est coupé à ce moment-là de la nature. Et nous, on a été immergés dans cette nature. On arrivait de Paris, on était plein du pavé, de la pollution, et on a été immergés dans cette beauté qui nous a beaucoup aidé à entrer dans le roman. Et surtout, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est la rencontre avec Isabelle Rivière, qui nous a fait connaître un peu cette amitié entre Alain Fournier, Jacques Rivière, et qui nous traitait comme si on était vraiment les héros du roman. Alors on avait, nous, beaucoup de mal à croire qu'on était François Sorel, Yvonne de Gallet ou le Grand Mône, mais elle en était persuadée. Et cette confiance-là, je ne l'oublierai jamais. Voilà mon expérience. Moi, c'est tout à fait juste ce que Brigitte raconte. Moi, je voudrais rajouter une chose, c'est que cette immersion au sein de la nature, ça n'était pas une découverte. J'ai tellement aimé ce roman quand j'avais 13 ans. À l'époque, je vivais en Haute-Vienne et cette école d'Épineuil, moi, je l'ai vécue dans la Haute-Vienne entre 11 et 13 ans. C'est-à-dire que nous allions, j'avais même la première année des sabots, et oui, je suis de cette génération, et nous allions à l'école à travers champs, et dans une petite école où un instituteur extrêmement sévère nous obligeait à remplir mettre les bûches dans le feu, dans le poêle de l'école, et c'est tout ce qui est écrit là, moi j'en sortais en principe. Juste avant de remonter, après faire mes études à Paris, chez les frères des écoles chrétiennes. Mais cette immersion dans la campagne et la nature, tu as raison de le préciser, moi j'étais complètement dedans et je me découvrais François Sorel. C'est comme si j'avais toujours été François Sorel depuis mon enfance. Avec mon papa instituteur, ma maman s'occupant de la classe des petits, etc. Ça a été je l'ai vécu. Comment ton père était instituteur ? Non, mais je croyais, je croyais complètement quand rappelle Jacques, l'acteur. Marcel Cuvelier. Marcel Cuvelier, pour moi, c'était mon papa instituteur. J'y croyais complètement. J'exagère à peine en disant ça. J'avais une telle imagination. Je faisais le lien direct avec ce que j'avais vécu à la campagne auparavant. Bon, après, tout ça a changé. Mais je rêvais. Je rêvais. Et la deuxième chose que je voudrais raconter, c'est nous allions prendre le thé chez Isabelle Rivière. Et Isabelle Rivière nous parlait de son époque, dont de la méchante Madame Simone, rappelle-toi, les infidélités qu'elle faisait avec... Elle parlait avec certains grands écrivains. Elle disait, c'était presque un univers, on n'était pas chez Marcel Proust, mais elle nous parlait comme ça d'une façon... Moi, j'étais alors, pour le coup, pas du tout à la campagne, mais très impressionné par une dame extraordinairement intelligente, qui s'occupait de nous comme ça, je sais pas, moi, j'étais complètement sous son charme, je dois le dire, c'est vrai, voilà. Je nous vois toujours tous les quatre avec Miroslav, on était là, on était très impressionnés à prendre le thé.
Elle avait une dame qui était gouvernante, qui s'occupait d'elle. Hermine, voilà, c'est ça, je me souviens très bien d'elle. Oh, c'était magnifique. Et on les voit, ouais, dans le film. Oui. Ouais. Il y a une chose que je dois vous dire, c'est que j'ai relu le roman il y a 2 ans à peu près, et je me suis rendu compte que je n'avais pas tout compris à l'époque. C'est-à-dire que, en fait, j'ai le sentiment que les gens qui détiennent le savoir de la vie dans ce roman, et c'est sans doute ce qu'a voulu Alain Fournier, ce sont les gens simples, ceux qui sont près de la terre, ceux qui doivent s'occuper des chevaux. Mais l'imaginaire joue un rôle très, très douloureux, je trouve, pour les adolescents. Et il y a quelque chose comme une quête, évidemment, mais il y a aussi une très fine analyse des différents milieux qui évoluent à la campagne. Et je trouve qu'il y a une analyse et psychologique et sociale de la différence qu'il y a entre un instituteur, un paysan, un châtelain. Et au fond, il y a une impossibilité de communication absolue et harmonieuse entre tous ces gens-là, quelque part, d'une façon très finement suggérée, mais qui ne m'avait pas frappée la première fois que je l'avais lu. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup frappée aussi, c'est que c'est comme si le premier amour ne pouvait pas être un souvenir de bonheur. C'est-à-dire, pour beaucoup de gens, le premier amour, c'est un souvenir de bonheur. C'est un souvenir d'émoi, un souvenir d'émotion, d'enthousiasme, etc. Mais dans ce livre-là, non. Le premier amour ne peut pas être un souvenir de bonheur. Il est mélancolique. Il est mélancolique. Il est mélancolique parce qu'il y a un problème de trahison. Il y a plusieurs trahisons. Il y a la trahison d'une amitié entre, par exemple, le Grand Maune et Franz de Gallet. Il y a la trahison du Grand Maune qui abandonne son meilleur ami François Sorel. Et puis la trahison du Grand Maune qui abandonne son épouse pour essayer de rattraper un remords qu'il a justement d'avoir trahi Franz de Gallet. Et c'est très intéressant parce que finalement, c'est vrai qu'on a toujours le sentiment qu'on a trahi son enfance et qu'on n'a pas été à la hauteur de son idéal, de l'idéal qu'on avait quand on était jeune. Et je pense qu'il a choisi de faire de ce Grand Maune un traître parce qu'au fond, il y a une sorte de philosophie dans ce roman qui est très profonde, qui est: qu'avons-nous fait de nos rêves de jeunesse? Qu'avons-nous fait de tout cela? Et quelque part, je trouve qu'il avait une grande maturité pour arriver à écrire cela alors qu'il était encore presque adolescent. C'est un petit peu comme Rimbaud qui a pu parler de l'amour si jeune alors qu'il n'avait pas connu. Ou c'est un peu comme Peer Gynt, dans Peer Gynt par exemple d'Ibsen, qui est la plus belle pièce d'Ibsen. Il raconte justement l'impossibilité d'un premier amour et la quête d'un ailleurs qui revient après à la fin de sa vie à son premier amour. Mais c'est sa première pièce. Il l'a écrite à l'âge de 20 ans, 22 ans, Ibsen. Et donc, finalement, ce que je trouve très intéressant dans ce livre, c'est que si on le lit à l'envers, la clé du bonheur, qu'est-ce que c'est? La clé du bonheur, la véritable liberté, c'est la fidélité. Au fond, c'est ça la morale de l'histoire.
Moi, j'y vois une forme de romantisme parce que longtemps, mais je n'osais pas me l'avouer, et je ne sais pas ce qu'en penserait Alain Fournier maintenant. On ne m'entend pas, mais comment dirais-je, il y a une chose qui me bouleverse, c'est que je pense que François Sorel, secrètement, est amoureux d'Yvonne de Gallet. Et comment dirais-je, Alain Fournier ne l'évoque jamais, mais on sent d'une façon sous-jacente comme ça cette énorme émotion qu'il peut ressentir, notamment à la fin du roman, quand il prend Yvonne de Gallet dans ses bras, comme ça, où il sent, il apporte même dans l'écriture une sensualité omniprésente, où il sent le parfum de ses cheveux dans sa bouche, etc. Enfin, moi, je ne l'ai pas relu comme toi récemment, mais tout ça m'a tellement frappé à l'époque, et c'est vrai que ça, c'est un romantique quelque part. Je parle de Fournier là. Voilà, je voulais rajouter ça. J'ai pas non plus l'habitude de parler dans un microphone. Et là, vous m'entendez là? Et là, vous entendez? Bon. Ce que je disais, c'est que ma démarche est totalement différente parce que, en fait, j'ai été choisi en tant que photographe pour illustrer un livre à l'époque qui finalement s'est jamais fait, mais qui est né d'une rencontre, d'une campagne pour les parfums molineux que j'avais fait quelques mois auparavant, qui était sorti dans la presse, et Abicoco avait rencontré mon agent et avait adoré cette campagne. Et parce que c'était très romantique et nous nous sommes rencontrés de cette manière-là. Donc, il ne voulait pas un photographe de plateau, il voulait il ressentait dans le travail que j'avais fait un certain romantisme qui lui plaisait. Donc, j'étais propulsé au dernier moment, en quelque sorte, enfin un mois avant seulement. Et le pire, c'est que ayant vécu aux États-Unis, étant parisien, mais ayant fait mes études au Canada et aux États-Unis, je n'avais jamais entendu parler d'Alain Fournier. Je ne connaissais, je n'avais pas lu le roman, bien sûr, et j'étais complètement ignare à ce propos. Mais il m'avait dit, c'est pas grave, tiens, voilà, lis le roman. Et puis on a été embarqués dans cette aventure formidable, car j'étais tout jeune aussi, comme tout le monde, comme toute l'équipe, aussi bien la décoration que les acteurs, et c'était une aventure formidable pour moi aussi. Et d'ailleurs, maintenant, j'y ai rencontré ma femme à l'époque, sur le tournage, qui travaillait à la décoration, et avec Lula Morin, et depuis j'y vis, en Sologne. J'ai une maison là-bas. Donc, mais c'était une région de France que je ne connaissais pas. Je connaissais les États-Unis, le Canada, mais je ne connaissais absolument pas cette région que j'ai adorée et découvert, et que j'adore toujours, surtout. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. C'est pas une démarche intellectuelle, c'est une démarche du cœur. Et j'avais l'avantage de suivre les projections et puis la salle de montage. J'y étais tout le temps. Malheureusement, ce soir, notre monteur, Georges Klotz, est gravement malade. Et puis c'était plus ancien, plus âgé de l'équipe, puisqu'il a 88 ans. Et donc il n'a pas pu venir puisqu'il est hospitalisé et puis ses jours sont en danger. Et donc, assistant à ces projections et à ces montages, ça m'a permis de voir, et j'avais le droit aussi de regarder dans la caméra, à savoir surtout en ce qui concerne la fête étrange, comment traiter pour garder le même esprit que son film à Bicocco. Voilà comment j'ai été amené à vivre cette aventure qui a duré 9 mois. Et je me souviens cette fameuse scène sous la pluie, là, ça s'est fait sur 2 soirs. 2 soirs la nuit. Et la caméra avançait doucement, comme ça. C'était un travelling très lent.
enfin, on a tous des anecdotes qui diffèrent selon si on est acteur ou technicien, mais c'était vraiment formidable à tous les niveaux, aussi bien les machinistes que les preneurs de son, et puis le musicien Jean-Pierre Bourter qui après a fait une musique et qui venait d'abord souvent pendant le tournage pour faire cette sublime musique que malheureusement on ne trouve plus maintenant. Mais donc voilà, j'ai découvert le cinéma à ce moment-là, de cette manière-là, et avec ces magnifiques acteurs. J'ai aucun mérite à avoir fait de belles photos en plus, hein, parce que l'émotion était au rendez-vous. Hein. Je peux juste rajouter quelque chose, pardon Marc. Brigitte a parlé de la nature, mais effectivement le tournage était très long parce qu'il fallait respecter les saisons. Ouais. C'est très important de tourner l'hiver, l'automne, le printemps, l'été. Donc le tournage a duré des semaines et des semaines, et on rentrait à Paris, on retournait au tournage. Pour respecter justement ces saisons. Les saisons, on les a eues parce qu'il y a eu beaucoup de sinistres à cause de tempêtes et de la jaunisse de Maune, de Jean Blaise, car c'était son nom d'acteur. Moi, je pense qu'il a eu la jaunisse parce que Jean-Gabriel se mettait en colère et ça lui faisait peur. Oui, ça c'est vrai. Voilà, merci. Permettez-moi de vous présenter Lula Morin, qui était le bras droit de Daniel Louradour, qui a fait ces merveilleux décors. Et justement, le film n'aurait pas été ce qu'il était, enfin ce qu'il est, s'il y avait eu pas cette collaboration entre Daniel Louradour, son équipe et Abikoko. Parce que tout ce que vous pouvez voir sur certaines de ces photos, hors nature bien sûr, c'était des fresques peintes, les lanternes étaient peintes à la main et tout, par exemple, enfin tout à fait étrange. Alors, je dois dire que la vaseline qui était pour diffuser la fête étrange n'a pas toujours plu à la décoration, si je me souviens bien, parce qu'évidemment ça faisait baver un peu les images. Mais enfin, donc voilà, alors je vais vous présenter Lula qui pourra vous dire quelques mots sur justement la décoration, sur cette partie très importante du film. Oui, normalement ce serait Daniel Louradour qui devrait bien sûr être à ma place, puisque je n'étais que la toute petite, une des petites assistantes. Et moi aussi j'ai été marquée par la nature, entre autres en arrivant, puisqu'on respectait les saisons, et je me souviens de cette bruyère en fleurs quand ça a été les premiers plans du film, et c'est vrai qu'après on a suivi ces saisons, les tempêtes, la tempête qui... Ah bon, je suis désolée, j'ai pas l'habitude d'être... et il y avait donc on a suivi les saisons, qui était un impératif, et malheureusement en plein hiver les décors ont été démolis par une tempête, donc on a recommencé. On a eu très froid aussi, comme tout le monde, mais on était dehors à travailler toute la journée aussi, et ça a été, mais enfin c'était aussi de très très bons souvenirs bien sûr. Et Daniel Louradour, je me souviens, avec Jean-Gabriel Albicocco, étaient deux êtres complètement passionnés qui parlaient tout le temps, et nous pendant les repas on ne parlait que du Grand Maune pendant des mois et des mois, on n'a parlé que de ça, et c'était comme pour beaucoup notre premier film et notre premier travail, donc c'était vraiment une belle découverte de ce métier bien sûr. Voilà. Moi, je ne pouvais pas partir sans parler de Daniel Louradour, parce que Daniel Louradour a été un ami très proche et qu'il avait une présence sur ce tournage. Il était brûlant, il était incandescent, animé par ce roman. Il ne dormait ni le jour ni la nuit, il travaillait avec Oula, il peignait les fresques, il préparait
le grand hôtel de Bourges de la Fête étrange par les froids les plus violents, tous les deux. C'était de l'héroïsme ce qu'ils faisaient. Décoration sans chauffage dans un vieux palais qui avait des murs de 1 mètre d'épaisseur, portés par une foi incandescente. Et vraiment, le film ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas eu non seulement leur talent. Et en fait, Jean Cocteau avait dit à Daniel Oradour, qu'il avait bien connu, il lui avait dit « Toi, tu es fait pour dessiner le Grand Maune ou pour faire le décor du Grand Maune. » Et quand Albicocco lui a demandé de le faire, son rêve s'est réalisé. Et en fait, il avait vissé au cœur, Daniel Oradour, il avait gardé ce cœur d'adolescent. Et jusqu'au bout de sa vie, il est resté comme ça. Et c'était un homme absolument extraordinaire qui avait une véritable passion, un vrai respect pour le théâtre, pour l'opéra, pour le cinéma. Mais c'était un grand peintre et sa femme vient de lui consacrer un livre qui vient de sortir. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il est absolument admirable. Il est préfacé par Gonzague Saint-Brie. Il y a toute son œuvre de peintre. Et il nous a animés, il nous a... Si vous voulez, il y a eu des moments très rudes, très difficiles physiquement. C'était la froidure, c'était le vent, et il fallait garder la fraîcheur d'âme. Mais c'était pas si évident que ça tous les jours. Et heureusement, il y avait l'équipe décoration qui était là, Daniel Oradour et Oula, qui, eux, nous donnaient l'exemple, parce qu'eux, ils faisaient ça jour et nuit, ils n'étaient jamais fatigués, et ils avaient toujours la flamme. Comme quoi, vraiment, nous, les acteurs, on a beaucoup à apprendre des artisans, des peintres et des autres arts. Et merci à vous deux. Merci beaucoup. Je suis le fils d'André Marsac, dont vous avez parlé tout à l'heure avec beaucoup de sympathie et d'exactitude. Je vous remercie pour toutes les paroles que vous avez dites. Je voulais juste ajouter peut-être un mot ou deux. Il y a eu dans la collaboration d'André Marsac avec Isabelle Rivière, ils étaient très proches, enfin, ils ont vraiment écrit un nouveau scénario. Et de nous avoir écoutés. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée.